Arrivée du chef de l'État à Bondoukou ce matin où il va présider le Conseil des ministres, un Conseil des ministres délocalisé pour parler du développement de la région. Dans l'actualité également, la présidentielle 2015, le scrutin c'est dans moins de 3 mois. Le dépôt des candidatures commence lundi et ce jusqu'au 25 août, a annoncé la commission électorale indépendante. En Égypte, au moins 25 morts dans l'incendie d'une usine au Caire. Bonjour à tous. Le président de la République a quitté Abidjan pour Bondoukou ce matin. Il est arrivé à Bondoukou, la capitale du Zanzan, à 10h20 à bord d'un vol Air Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, plusieurs membres du gouvernement, les préfets du Gontougo et du Bunkani, les présidents des conseils régionaux, le maire de Bondoukou, des élus et cadres du district du Zanzan. Accueil chaleureux pour le président Alassane Ouattara qui effectue sa deuxième visite dans ce district après celle de 2012. Maintenant, ses premières impressions à son arrivée à Bondoukou au micro d'Alvorassa. Nous avons déjà effectué une visite d'État et nous revenons parce que nous n'avions pas à l'époque pu tenir le Conseil des ministres. Donc nous revenons pour tenir le Conseil des ministres. Cela nous permettra d'écouter le préfet, de voir où est-ce que nous en sommes avec les promesses qui ont été faites sur les réalisations, nous assurer que tout cela correspond bien aux vœux des populations avant d'entamer la nouvelle phase des projets que nous voulons financer pour cette région. En tout cas, je suis heureux d'être là. Le temps est clément et la mobilisation est très forte et nous sommes très heureux de venir saluer les populations ici. C'était là les premières impressions du chef de l'État depuis Bondoukou. Au programme, un conseil des ministres ce mercredi à la préfecture rénovée de Bondoukou. La journée de jeudi sera marquée par une grande rencontre avec les cadres, les chefs et les religieux du district du Zanzan, composé des régions du Gontougo et du Bunkani. Ce soir, le compte-rendu complet de nos différents reporters sur place. En attendant, donc ce soir, on part au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu hier le président sortant d'Afreximbank, l'Ivoirien Jean-Louis Ekra, en fin de mandat à la tête de la Banque africaine d'import-export, est allé présenter officiellement son successeur au président Alassane Ouattara. Le reportage de Viviane Aïmé. Créée en 1993 à l'initiative de la Banque africaine de développement, la Banque africaine pour le financement de l'import-export a été créée pour fournir des crédits à court et moyen terme aux opérateurs et importateurs africains. Son siège est au Caire, mais la banque vient d'ouvrir un bureau régional à Abidjan. Depuis sa création en 1993, la banque est dirigée par l'Ivoirien Jean-Louis Ekra, dont le mandat arrive cette année à expiration. Le président sortant est venu présenter ce mardi son successeur, Dr Oké Orama, au président de la République, Alassane Ouattara. Si le président Jean-Louis Ekra est partant, il a toutefois assuré le chef de l'État ivoirien qu'il y aura une continuité au niveau des orientations et des décisions de l'institution financière. Son Excellence, le président de la République, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que je termine mon second et dernier mandat à la tête de l'institution Afreximbank. Donc je tenais à venir ici remercier le président de la République et les autorités ivoiriennes pour le soutien dont j'ai pu bénéficier dans l'exercice de mes fonctions. La deuxième raison, c'était pour présenter mon successeur désigné, Dr Orama, et ainsi assurer qu'il y ait une continuité dans l'action de la banque ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a bien voulu nous donner aussi les orientations importantes de l'action du gouvernement en ce qui concerne le commerce, essentiellement tout ce qui est valeur ajoutée locale, tant dans les matières premières agricoles que dans les mines, etc. Il a aussi souhaité que nous nous intéressions
encore plus au secteur du tourisme, notamment dans la construction d'hôtels. Et nous allons développer tout ce qui est dans nos moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette action du gouvernement et accompagner le gouvernement. Récemment, nous avons ouvert un bureau régional ici même à Abidjan, et ce bureau, qui couvre toute la sous-région francophone de l'Afrique, a déjà commencé ses activités et nous avons un certain nombre de transactions en cours pour un montant total de 250 millions de dollars. Cela va depuis les activités de transformation de produits agricoles et aussi des activités de services, de développement dans le port, etc. Dr Oka Orama prendra officiellement fonction au mois de septembre. On retourne dans le district du Woroba. Vous le savez, le président de la République y était pour une visite d'État il y a 2 jours. À ses côtés, des membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En marge de cette visite, Ahmed Bakayoko a échangé avec le corps préfectoral et les chefs traditionnels Oué de la région du Worodougou. Le reportage de Kone Pagasor. Chefs traditionnels Oué et Dan, mais aussi représentants des chefs de la Marawi. Tous ont été reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et c'est la résidence du préfet de région du Worodougou, préfet du département de Séguéla, qui a servi de cadre pour ces différentes rencontres. Les chefs du Guémon et de la Marawi sont venus féliciter le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour l'organisation réussie de la visite du chef de l'État dans le Woroba, mais aussi le remercier pour son implication à l'amélioration des conditions de vie des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le déplacement de tous les chefs aujourd'hui pour soutenir notre ministre de tutelle et lui dire merci. L'occasion était bien rêvée pour le statut qu'il a bien voulu nous accorder. Le ministre a tenu à leur témoigner la reconnaissance de la population du Worodougou pour leur soutien. Que vous soyez déplacés pour venir ici nous apporter votre soutien, pour qu'ensemble on puisse recevoir le président, vraiment ça nous donne une satisfaction qui est totale. Ça renforce les liens entre vous et nous. Avant la rencontre avec les chefs traditionnels, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est entretenu avec le corps préfectoral du district du Woroba. Il a félicité et remercié pour le travail abattu lors de la visite d'État du président de la République dans le Woroba, avant de les engager à faire en sorte que les élections en octobre 2015 se déroulent dans de bonnes conditions. Message bien perçu par le corps préfectoral. Nous œuvrons toujours pour que les élections se passent en Côte d'Ivoire de façon libre, transparente et sans problème par la suite. Parce que les problèmes que nous connaissons en Afrique, c'est le fait qu'on refuse de dire la vérité. Celui qui a gagné, on dit donc tu as perdu. Le corps préfectoral du district du Woroba n'a pas manqué de remercier leur ministre de tutelle pour les efforts consentis en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail depuis son arrivée à ce département ministériel. La première dame, Dominique Ouattara, était aussi dans le Woroba où elle a fait parler son cœur. À Mankono, capitale du Béret, Dominique Ouattara a inauguré le jardin botanique. Elle a également planté un arbre qui porte désormais son nom, Thomas Gessambi. Accompagnant son époux dans sa visite d'État à Mankono, capitale du Béret, Dominique Ouattara s'est donné du temps pour associer son image à la restauration du jardin botanique de la ville. Vieux des années coloniales, le jardin botanique, épurateur de l'atmosphère, est rebaptisé du nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une volonté du conseil municipal, dirigé par le ministre d'État Dosso Moussa. Le couvert forestier réhabilité avec le concours de la Société de développement des forêts SODEFOR devrait ressembler à ceci, explique Sangaré Mamadou, directeur général de la SODEFOR. Plus qu'intéressée par la question de la préservation de l'environnement, la première dame Dominique Ouattara, accompagnée à l'occasion du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, arrose un plan qui porte son nom. Non sans aider le président Soro Guillaume à faire de même. Joyau du temps colonial et déprécié du fait de l'agression humaine, le jardin botanique Dominique Ouattara, d'une superficie de plus de 11 hectares, après restauration, devrait comporter entre autres un mini-zoo, un espace récréatif et un espace forestier.
De Mankono, cap sur Grand Bassam, où le Premier ministre a présidé la première cérémonie de remise de diplôme en bachelor de l'Université internationale de Grand Bassam. 4 étudiants ont reçu leur parchemin de fin de cycle, nous dit Alexis Ouedraogo. Brice Esso est originaire de Dabou. En 2008, il intègre l'Université internationale de Grand Bassam. Il y entame un bachelor en finance. En 2011, il rejoint les États-Unis dans une école partenaire de l'université. Sa créativité explose, il démarre une carrière de photographe artistique. Tout de suite, il est repéré par le célèbre magazine Vogue. J'ai été sélectionné par Vogue comme photographe jeune, photographe talent. C'était un concours international. J'ai aussi fait plusieurs expositions aux États-Unis et j'ai même fait, celle dont je suis le plus fier, c'est l'exposition que j'ai eue récemment à Abidjan qui s'appelle All or Nothing. Une success story made in IUGB, c'est la volonté du président de l'université, briser les frontières et permettre aux étudiants du continent africain d'être aussi compétents que leurs amis des autres continents. Tenant à s'affirmer comme pôle d'excellence en matière de sciences, de technologie et de sciences de la gestion, l'IUGB s'inspire des modèles et des méthodes de formation et de gestion en vigueur dans l'enseignement supérieur américain. Le chef du gouvernement présent pour cette cérémonie de remise des diplômes et de certificats a dit la volonté du gouvernement d'appuyer le secteur de l'éducation, indispensable à toute émergence. Cette cérémonie revêt un caractère historique car c'est la première fois que l'Université internationale de Grand Bassam procède à la remise de diplômes de fin de cycle à ses étudiants. C'est d'autant plus important qu'elle constitue une étape déterminante de la vision très ambitieuse de l'UGB de devenir un centre régional d'excellence de l'enseignement supérieur qui forme les futurs leaders dans les différents secteurs d'activité. Cette vision s'intègre parfaitement dans le processus d'intégration régionale qui constitue un atout précieux de nos économies en quête de marché, de croissance et de bien-être de nos populations. Plus de 19 nationalités se frottent au sein de l'Université de Grand Bassam. Cette première promotion d'étudiants entièrement formés à Bassam pour le Bachelor Degree ouvre la porte de plusieurs autres promotions à venir. Hier, à Jérusalem, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori-Soro, et celui de l'État d'Israël ont paraphé un protocole d'accord de coopération entre les deux parlements. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Jérusalem, Michel Digré. C'est la première fois qu'un président de parlement ivoirien est en visite officielle au Knesset, l'Assemblée nationale de l'État d'Israël. Pour marquer d'une pierre blanche l'événement, Guillaume Soro et Yuli Yoel Edelstein ont paraphé un accord de coopération parlementaire entre les institutions qu'ils dirigent. Ils ouvrent ainsi une autre page des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et Israël, relations déjà excellentes depuis plusieurs décennies. Je voulais, au nom de la Côte d'Ivoire, de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, vraiment chaleureusement saluer le président de l'Assemblée, grâce à qui je fais ma toute première visite en Israël. Le faisant, il renoue avec la longue et ancienne tradition d'excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et Israël, initié par les pères fondateurs que furent Ben Gourion pour Israël et Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. Nous, jeunes générations, héritiers de ces aînés, nous sommes dans la même continuité et nous voulons préserver, consolider et forger d'excellentes relations avec Israël. La signature n'est qu'un début. Il nous faudra maintenant faire nos preuves et ne pas laisser ce texte lettre morte, mais commencer réellement à œuvrer de concert entre nos deux pays. Suite à la signature du protocole d'accord, Guillaume Soro a assisté aux travaux d'une des 12 commissions que compte le Parlement israélien. Après quoi, une séance de travail du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Israël a permis de plancher sur les grands axes de la coopération entre les deux parlements.
Et vous l'avez entendu, après donc la signature du protocole de coopération, place à une séance de travail. Nous vous proposons quelques réactions des députés ivoiriens qui se sont prononcés sur quelques aspects de la future coopération entre les deux parlements. La réalisation me fait dire que l'élément n'est pas prêt. Nous poursuivons ce journal. L'actualité, c'est aussi la présidentielle 2015. Le scrutin, c'est dans moins de 3 mois. Le dépôt des candidatures commence lundi et ce jusqu'au 25 août. Annonce faite par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui annonce l'organisation d'une élection crédible, transparente et inclusive. Extrait. Chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais le jeudi 28 mai 2015, l'opération de recensement des électeurs, conduite par notre institution dans le cadre du processus de la révision de la liste électorale, a débuté le 1er juin 2015 sur l'ensemble du territoire national et à partir du 9 juin dans 19 pays retenus pour la présidentielle d'octobre 2015. Au 30 juin 2015, date initiale d'achèvement de l'opération et à la demande de la quasi-totalité des formations politiques et d'une frange importante de nos populations, ainsi que d'élus locaux, nous avons été amenés à prolonger l'opération de 2 semaines, soit jusqu'au 12 juillet 2015, en accord avec le gouvernement. Au niveau des statistiques, nous avons enregistré les données suivantes. Requérant de la catégorie 1, personnes figurant sur la liste électorale de 2010, ayant changé de domiciliation ou de patronyme, 765 955. Requérant de la catégorie 2, c'est-à-dire des nouvelles inscriptions, 367 569. Ces résultats, faut-il le souligner, sont des données brutes, provisoires, qui seront affinées à l'issue du contentieux de l'inscription sur la liste électorale. S'agissant du groupe cible de la catégorie 2, les résultats obtenus sont relativement satisfaisants lorsque nous nous référons au potentiel de nationaux non encore inscrits sur la liste électorale qui disposent des pièces requises. Ce potentiel se situerait en effet dans la fourchette de 450 à 550 000 titulaires effectifs d'une carte nationale d'identification ou d'un certificat de nationalité. Plusieurs milliers de ces pièces n'ayant pas encore été retirées par leurs ayants droit, notamment au moment du recensement. Ainsi, ce sont 74% environ des Ivoiriens en âge de voter et disposant des pièces requises pour figurer sur la liste électorale qui se sont fait recenser. La Commission électorale indépendante s'en réjouit, et ce d'autant plus que le nombre d'inscrits sur la liste électorale définitive pourrait atteindre 6 300 000, ce qui représenterait une hausse de 10% du nombre d'inscrits de 2010 à 2015. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour la suite du processus de révision de la liste électorale, nous avons publié la liste provisoire le 25 juillet et entamé son affichage dans les lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, 10 600 environ au total, pour consultation par la population. Nous ouvrirons ensuite le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce jusqu'au 2 septembre 2015. Suivront après les phases
de prise en compte des décisions issues du contentieux, de consolidation de la nouvelle base de données élections, de publication de la liste électorale définitive 2015 et enfin de la phase d'impression et de distribution de nouvelles cartes d'électeurs. Auparavant, et s'agissant d'autres volets des préparatifs du scrutin présidentiel proprement dit, nous ouvrirons la réception des candidatures le lundi 3 août 2015, la date limite de dépôt des candidatures à la CEI étant fixée au 25 août 2015, soit 60 jours avant la tenue du scrutin, comme prescrit par le Code électoral. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale, ainsi que celles de convocation du collège électoral, feront ultérieurement l'objet de décrets sur proposition de la Commission électorale indépendante. Toujours en politique, le directoire de la plateforme des mouvements de soutien au président Alassane Ouattara a été reçu par le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Jano, audience qui a permis au directoire de la plateforme de faire le point des activités depuis sa mise en place et des perspectives pour accorder un fort taux de participation au candidat Alassane Ouattara en octobre prochain. Moussa Koulibaly et Sylvie Touré. La plateforme d'un mouvement de soutien au président Alassane Ouattara, PMS-ADO, se met à la disposition de l'équipe de campagne du candidat Alassane Ouattara. Au cours de la rencontre avec le ministre d'État Aoussou Jano, Blé Guirao a présenté sa structure et fait le point des activités menées en faveur de la réélection du candidat dès le premier tour. Nous partons satisfaits de ce que le Premier d'abord est heureux que nous soyons déjà organisés, mais heureux de savoir que nous sommes à la disposition de l'équipe de campagne pour véritablement faire en sorte qu'en octobre prochain, le président Ouattara gagne avec un score dans un climat apaisé. Une démarche salutaire selon le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Jano. Il a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des mouvements de soutien à plus de discipline. Ces jeunes Ivoiriens qui se sont organisés pour pouvoir nous accompagner, je leur dis demeurer à l'écoute, que nous allons les appeler incessamment afin de les intégrer dans l'équipe pour organiser la campagne du président Alassane Ouattara. La plateforme des mouvements de soutien au président Alassane Ouattara existe depuis mars 2015. Elle regroupe à ce jour 21 associations œuvrant activement pour la réélection du président Alassane Ouattara. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre se renforce. Une mission de la Comnat ALPC vient de séjourner dans les régions du Cavalier et du Guémont. Elle a installé des commissions à Blolequin et à Diokwe. Regardez. Lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la Comnat ALPC, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Au cours d'une cérémonie organisée à son siège, ce sont environ 3000 guides qui ont été remis aux forces de défense et de sécurité. C'est des impressions de joie, d'assurance également, parce qu'à travers ces guides, nos éléments vont apprendre à identifier et à classifier des armes qui vont venir un peu de partout. L'objectif de ces guides est de permettre de mieux connaître les armes légères et de petit calibre. C'est une marque de sympathie, d'abord pour le gouvernement, et puis c'est la continuité aussi de nos relations avec la République fédérale d'Allemagne, qui, depuis que nous sommes en crise, ne cesse de nous aider à travers ces gestes multiformes, dont celui d'aujourd'hui. Cette opération, financée par la République fédérale d'Allemagne à travers son projet Appui à la justice, a été mise en œuvre par la coopération allemande GIZ pour la production de ces 3000 guides. Reportage signé Jean-Luc Bambou. Après la levée de l'embargo sur son diamant en avril 2014, la Côte d'Ivoire a repris les activités d'exploitation. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est rendu sur les sites d'extraction dans le département de Séguéla. Objectif, relancer la filière du diamant ivoirien. Lassine Bakayoko et Adama Kone pour plus de détails.
Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, la levée de l'embargo est le fruit d'un gros travail abattu par le gouvernement pour respecter les exigences du processus de Kimberley, un régime international de certification des diamants bruts réunissant gouvernements et industriels, dont l'objectif est d'empêcher la vente des diamants destinés à financer des activités militaires insurrectionnelles. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, beaucoup de textes qui ont été pris. Et bien entendu, maintenant, nous sommes conformes à Kimberley, au processus de Kimberley. Et c'est ça qui nous permet de relancer ces activités. Alors, bien entendu, on a repris, comme je l'ai dit, les autorisations pour les collecteurs, pour le bureau d'achat. La SODEMI elle-même également continue à assister et à appuyer les coopératives. Aujourd'hui, un dispositif est mis en place avec une traçabilité claire qui permet de suivre le diamant depuis le creuseur jusqu'à l'exportation en passant par les sociétés coopératives et les bureaux d'achat. Le ministre Brou a invité les exploitants au respect scrupuleux des règles. Ces règles exigent que la chaîne d'exploitation et la vente du diamant se fassent dans un circuit légal et avec des acteurs autorisés par l'État. Les exploitants du précieux métal ont plaidé pour la modernisation de leurs activités. Depuis belle lurette, on revient sur les anciens sites et c'est tout à fait normal que nous ne gagnions pas grand-chose. Raison pour laquelle nous avons sollicité qu'il soit encore approfondi des prospections. La production annuelle de diamants en Côte d'Ivoire se situe autour de 300 000 carats. Entre 200 000 et 300 000 Ivoiriens en vivent, faisant essentiellement de l'extraction artisanale. Dans le domaine de l'humanitaire, l'ONG Children's Hope International veut construire un orphelinat dans la ville de Sakassou. Et pour mobiliser les fonds pour la construction de cet orphelinat, le président de l'ONG a présenté des cartes dont l'achat permettra à l'acquéreur de contribuer au financement du projet. Eman Yamia. La construction de l'orphelinat Nafissou de Sakassou, projet cher à l'ONG Children's Hope International, va coûter 4,7 milliards de francs CFA. Certains des partenaires de l'ONG se sont déjà manifestés, mais beaucoup reste encore à faire pour réunir la somme nécessaire pour la construction de l'édifice. Pourtant, l'ONG se donne un délai de 3 mois pour boucler le financement. Et donc, pour y arriver, une campagne de collecte de fonds est initiée. Et c'est l'achat de cette carte vendue à 1000 francs CFA qui sera la contribution des populations. La campagne commence du 1er août au 30 novembre. Donc nous avons 3 mois afin vraiment de rassembler ces sous pour que les entreprises puissent travailler. 2 milliards de francs CFA avec 2 millions de personnes, on peut l'avoir. Une carte à 1000 francs. L'orphelinat Nafissou de Sakassou sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Il va abriter un centre médico-scolaire d'une capacité de 150 lits, un centre d'apprentissage, une école, un internat qui va accueillir les 300 pensionnaires, des résidences pour les missionnaires et des aires de jeu. Présent à cette conférence, le préfet du département de Sakassou n'a pas caché sa joie d'accueillir cet orphelinat dans sa cité. Ce projet est à Sakassou, c'est un honneur pour le royaume, un honneur même pour tout le peuple baoulé. Nous allons sensibiliser d'abord l'ensemble des populations de Sakassou, parce que si le projet réussit, ça sera un point de départ pour le développement du département de Sakassou. Pour témoigner leur adhésion à la réalisation du projet, plusieurs participants à la conférence ont acheté des cartes. Une carte a même été vendue aux enchères à 100 000 francs CFA à cette cérémonie. De nos frontières, en Égypte, 25 personnes sont mortes hier dans l'incendie d'une usine de meubles au nord du Caire. Incendie déclenché par l'explosion d'une bonbonne de gaz. Également, 22 personnes ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré dans une usine de la zone industrielle. Ces drames sont relativement fréquents en Égypte en raison du non-respect des normes de sécurité. Rappelons pour terminer que le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour Bondoukou pour présider le Conseil des ministres sur place. Un Conseil des ministres délocalisé pour parler du développement du Gontougo, mais aussi du Bunkani qui forme le district du Zanzan. Les populations mobilisées ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Chantal et Oumar Kandan. Merci de votre fidélité.